Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Mosaïque. Le débat porte aujourd'hui sur les attentes des Burundais par rapport à un partenariat qui est en vue entre la société sucrière du Mosso, Sosumo, et une société ougandaise dénommée Sarai Group. Une correspondance du chef de cabinet civil à la présidence de la République a instruit le 27 novembre 2023 la direction de la Sosumo d'accélérer le processus dans le but d'augmenter la production du sucre. Augmenter, oui, car en effet, cette société sucrière n'a produit que 13 000 tonnes de sucre pour la récente saison, contre 20 000 tonnes attendues. A noter que la campagne du sucre qui devait se clôturer le 23 décembre dernier a été interrompue fin novembre 2023, cela suite à de fortes précipitations qui auraient empêché les engins de récupérer les cannes selon le ministère du Commerce. Les activités d'extension de la Sosumo et son partenariat devraient alors démarrer avec le mois de janvier 2024 selon la correspondance. Quelles seraient les raisons de ce partenariat avec Sarai Group? Cette société a quelle capacité pour espérer une bonne production de sucre au Burundi? Que compte gagner la Sosumo avec son nouveau partenariat en cours de préparation? Quel est le sort réservé aux employés de la Sosumo? Quel capital a injecté dans ce partenariat et dans quelle proportion Sosumo Sarai Group? Et bien d'autres questions, probablement. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Gabriel Rufsiri, vous êtes le président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Errance. Merci pour l'invitation et je salue les collègues ici. Merci. Il y a aussi honorable Pamphile Maraïka, député de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, je salue d'abord tout le monde qui se trouve ici. Merci. Et puis, il y a vous, Nestor Nkurunziza, journaliste et senior. Vous suivez de près les questions économiques dans le pays. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léonce. Et nous avons souhaité la participation de quelqu'un du ministère, mais sans succès. Encore une fois, bonjour et bienvenue. La première question d'abord à vous, Gabriel Rufsiri, président de l'OLUCOM. Le choix du partenariat avec la Sosumo a porté sur Sarai Group. Vous, ça vous fait quelle impression? Vous en faites quel commentaire? D'abord, il faut savoir que l'État, n'importe quel État, mais prenons dans le cas présent, l'État du Burundi, a le plein droit d'organiser comme il l'entend la gestion des biens publics. Donc, la Sosumo est parmi les biens publics qui sont gérés suivant les standards établis. Si le gouvernement du Burundi a décidé que la Sosumo soit associée ou s'associe à une société étrangère, nommément Sarai Group, pour nous, c'est une bonne chose. Néanmoins, il y a des procédures à suivre, il y a des principes à respecter en matière de gestion de la chose publique. Ces standards sont universels. Certes, ça change selon un pays, mais les principes de bonne gouvernance, de transparence sont les mêmes dans le monde entier. Ici, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps sur Sarai Group ou sur la Sosumo, mais je vais expliquer un peu les principes normalement qui sont suivis en matière de cession ou d'associer une société étrangère dans la gestion d'un bien public. Ces principes, ce sont lesquels notamment? D'abord,
le gouvernement doit d'abord évaluer son capital. La Sosumo, c'est une société qui existe depuis les années 80, je pense 82. Le gouvernement a acheté le matériel, le gouvernement possède la terre, mais aussi l'argent et bien d'autres. Le passif et l'actif, si je peux le dire comme ça. Il y a les dettes et l'argent liquide. Tout ça doit être évalué et au final montrer le capital réel. D'abord, on évalue le capital comptable, mais normalement, on ne peut pas vendre tomber sur la valeur comptable de votre objet. Vous devez vendre par rapport à la valeur réelle. Le gouvernement donc doit évaluer son capital, mais aussi il faut, je pense bien, procéder à une certaine évaluation du capital qu'amène, donc les fonds qu'amène cette société étrangère, n'est-ce pas? Peut-être j'allais répondre à cette question, mais je voudrais d'abord terminer ce processus ou ces principes. Une fois que l'audit et d'abord, ce sont les termes de référence qui sont établis par les experts burundais. Et puis, le gouvernement lance un avis d'appel d'offres international pour recruter ces sociétés. On évalue avec des recommandations claires comment ça doit se faire. Et c'est dans ce cas-là que même le bureau d'audit peut même suggérer pour que la société soit à un niveau plus haut avec un rendement fiable. Le bureau qui audite peut proposer au gouvernement combien d'actions le gouvernement doit vendre chez la société étrangère. Mais aussi, il y a des principes à suivre aussi. Il y a ce qu'on appelle PPP. PPP, ce sont des principes de partenariat public-privé. Tous ces principes doivent être respectés, mais aussi les principes au niveau général de bonne gouvernance. Une fois que donc, cette étape d'audit est finie, le document est présenté au Conseil des ministres. Au conseil d'administration. Le conseil d'administration évalue. Une fois évalué, le document est transmis chez le ministre d'auditeurs et puis au gouvernement. Après, le dossier va s'il y a cession d'action au privé, je dis bien s'il y a cession, parce que cession, c'est cession, c'est-à-dire on va en bien public à une société étrangère. Normalement, ça doit passer devant le Parlement. Ils doivent avoir un mot à dire. Mais je ne sais pas si ça a été comme ça. Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que si vous en êtes au courant, si vous en savez quelque chose, est-ce que ce processus dont vous parlez a été suivi ou est suivi? En tout cas, à ma connaissance, malheureusement, non. Est-ce que le processus est suivi, honorable Pamphile Malaika, député de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez été contacté pour ça au niveau de... Avant que l'honorable parle, moi je pense qu'il y a des non-dits. En fait, on ne connaît pas les termes du contrat. Il y a la convention ou un contrat qui a été signé, on ne sait pas réellement dans quelles conditions, dans quel cadre ce contrat est. Ce qu'on a eu comme information, c'est le communiqué du Conseil des ministres qu'on a eu. On n'a pas aucune autre information. Donc, je pense que certaines questions ici, normalement, devraient avoir des réponses de la part des gestionnaires de la Sosumo ou des ministères d'auditeurs, mais ici, peut-être le député ici présent va nous donner des éclaircissements, mais en tout cas, au niveau de l'OLICOM, nous, on ne fait qu'actuellement parler des principes et prendre seulement le contenu du communiqué du Conseil des ministres. Permettez que je pose la question à l'honorable Pamphile Malaika, ici présent, il est député de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que le Parlement a été consulté pour ce partenariat, Sosumo, Sarai Group? Votre commentaire, c'est comment, vous? Bon, moi-même, je n'ai pas de lumière. Surtout que... on a analysé le projet de loi en rapport avec la révision budgétaire en date du 22 décembre 2023.
aucun mot n'a filtré à propos de ce partenariat. Pourtant, on a parlé de ce partenariat au niveau du Conseil des ministres qui s'est tenu en date du 13 décembre. Donc, c'était à l'avance. Et quand le ministre était à l'Assemblée nationale, il n'a rien parlé de cela. Sauf que... Le ministre du Commerce. Le ministre des Finances, c'est lui qui défendait le budget. Sauf que au niveau de la révision budgétaire, on a priorisé la libéralisation. On a priorisé la libéralisation d'autant plus qu'on a supprimé la taxe de consommation qui était de 600 francs par kilo. Et on a aussi diminué la TVA à 10%, alors qu'ailleurs c'est 18%. Donc cette libéralisation faisait état à ce que ce soit en Burundi ou les autres qui le peuvent, de pouvoir importer le sucre, casser le monopole qui était pour le moment dans les mains de la Sosumo. Il fallait que aussi les privés puissent participer à l'importation du sucre. Rappelons que l'évolution de la production du sucre de la Sosumo, c'est en dents aussi, dans la fourchette de 18 000 tonnes à 23 000 tonnes, avec un pic de 25 000 tonnes en 2015. Alors que les besoins au niveau national, ça s'estime à 35 000 tonnes. Donc vous comprenez qu'il y a 35 000 tonnes 2023-2020. Non. En fait, pour satisfaire tous les besoins de la population au niveau national, on a besoin de 35 000 tonnes de sucre. C'est-à-dire qu'il faut au moins importer plus de 10 000 tonnes. En fait, ce qui est criant, c'est que la production qu'on a eue au cours de cette année, c'était autour de 13 000. Donc la différence, c'est autour de... Vous prenez 35 000, ce serait 13 000. Donc vous avez environ 22 000 qu'on doit importer. C'est pourquoi on a privilégié le libéralisme. Alors, quand on a su sur les réseaux sociaux et aussi dans le discours du président de la République qu'il y a un partenaire qui est à l'horizon. Et nous-mêmes, au niveau des parlementaires, nous avons été désagréablement surpris ou agréablement surpris. Ça dépendra peut-être des résultats qu'on pourra avoir de ce partenariat. Mais aussi, je voudrais dire que cette histoire de partenariat de la Sosumo, ça remonte aussi de 2018. En 2018, il y a un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale et qui était en rapport avec l'autorisation de changement de mode de gestion et de la structure du capital social de la Sosumo. Et là, on préconisait qu'il y ait des particuliers qui devraient venir à côté des actions de l'État. Donc, les actions de l'État, le capital social de l'État devrait diminuer de 99% à 46,32%, et le capital des particuliers devrait être de 53,68%. Et pour éviter aussi qu'il y ait des aventuriers, l'intéressé devrait d'abord verser à la BRB 3 millions de dollars, et après avoir gagné le marché, il devrait fournir 20 millions de dollars américains. C'était dans l'optique de baliser pour qu'il n'y ait pas d'aventuriers. Là, ce projet de loi... Est-ce qu'on parlait encore, cette année 2018, de Sarai Group? Non. Ça ne filtrait pas encore. On projetait, donc c'était une projection. C'est comme le Philippe disait que quand il y a des sessions, ça doit passer par une loi. Ça doit passer par l'Assemblée nationale. Et vous comprenez qu'en 2018, on avait pris toutes les précautions pour faire cela. Et à partir d'une loi, et on a voté au niveau de l'Assemblée nationale en date du 19 novembre 2018, et on a voté ça au niveau du Sénat. Le lendemain, le 20 novembre 2018, mais malheureusement, on ne voit pas où se trouve ce projet de loi. Mais honorable, permettez un mot.
Avant de passer la parole à M. Nestor Nkurunziza, il y a cette correspondance du chef de cabinet civil à la présidence de la République qui instruit la direction de la SOSUMO d'accélérer le processus. Parler d'accélérer alors que le Parlement n'est pas au courant de la chose, ça vous fait quelle impression? Bon, c'est cela ce qui est étonnant. On se demande si ça pourra peut-être passer par un décret présidentiel ou pas. Mais aussi dans la correspondance, on parle du rapport d'étape. Même ce rapport d'étape, on n'a pas d'idée là-dessus. Votre commentaire, M. Nestor Nkurunziza? Je ne parlais pas comme un honorable. Gabriel Rufisiri parle de tout un processus, des principes, et il y a le Parlement qui n'est pas au courant de ce partenariat en vue. Ça, je n'ai pas trop de commentaires, mais je parlerai de deux choses essentiellement. En fait, je suis ici en titre de journaliste, donc c'est au niveau de l'information que ça m'intéresse. Et là, nous avons probablement deux points capitaux. Le premier, c'est le background par rapport à cette question. Le sucre, on a toujours importé. Parce qu'on en produit encore peu. Oui, seulement on se rend compte que les besoins de sucre en sucre burundi deviennent de plus en plus préoccupants, si je peux dire. Puisqu'on passe de 10 tonnes et demie en 2015 à l'année passée, en 2022, on a importé 45 000 tonnes, ce qui nous a fait à l'époque probablement 65 000 tonnes qu'on a consommées au Burundi. Ça, c'est une chose. Je parlerai donc des coûts plus tard. Le deuxième point, c'est que le Burundi, en fait, le gouvernement a tenté à un certain moment d'intéresser les privés en interne. Et on sait bien qu'on avait accordé des terres, 3000 hectares quelque part dans la plaine de Ruzizi pour qu'on puisse produire du sucre, afin d'appuyer la SOSUMO. Jusqu'à présent, 14 ans après, on n'a pas produit un seul kilo. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un échec de ce côté-là. Ce n'est pas un échec du gouvernement, c'est un échec des privés, finalement. Vous parlez du cas de Rukoko. Oui, n'est-ce pas? Non, c'est le seul cas où on a connu du sucre, n'est-ce pas? Une demande de terre pour que l'on produise du sucre. Ça n'a pas marché, apparemment. L'autre chose qu'on va dire, c'est maintenant, le gouvernement, finalement, s'est rendu compte que le sucre n'a pas... C'était comme M. Godot. Et donc, on est passé à autre chose. Et on a dit en 2021, au mois de juin, on a enjoint donc à la SOSUMO et à la BRB, la Banque centrale, de se mettre ensemble pour produire 20 tonnes de plus. Donc, étant fait l'extension, refaire les machines, réhabiliter les machines, ainsi de suite. Vous parlez de ce conseil-là des ministres du 9 juin 2021. Exact. Alors, il y avait aussi une autre demande à cette époque. Je vous dis, je parle seulement au niveau de l'information. On demandait aussi que les privés puissent mettre leur capital, dans la SOSUMO. Et comme disait Rufisiri, et Malaika, je pense, honorable, il fallait que l'on diminue la part du gouvernement afin que les privés y trouvent leur part. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que la SOSUMO, c'est presque 98%, 0,5% donc de capital. Et nous avons effectivement l'Ecobank avec 0,5% et la Brarudi avec 1%. Ouais, 0,5%. Mais la Brarudi, je pense que c'est 1%. C'est 0,5 pour la Brarudi et 0,5 pour le... Ah, donc c'est 1%, effectivement. Oui, 99%, c'est pour l'État. Voilà, donc c'est encore plus précis. Alors, donc, cela fait que l'État a commis l'erreur, encore une fois, de ne pas faire le suivi de ses propres décisions. Si je peux dire, puisqu'il n'y a jamais eu d'appel d'offres pour que les gens puissent amener leur capital. Par contre, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ce n'est pas la première fois, je pense que c'est l'une des erreurs. Et là, je remarque, pour une fois pour toutes, on avait commis la même erreur avec une société où l'État avait une part de 10%. C'était sur les terres rares, mais il était question que les privés puissent y apporter leur capital jusqu'à 39%. Donc, afin que la société, l'actionnaire principal puisse garder 51%, mais que 49% puisse revenir au Burundi. Ce qui veut dire que les dividendes de 49% devaient revenir au Burundi. Donc ça, je ne parle pas donc des autres dividendes. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est que 2 ans et demi plus tard, 2 ans plus tard, c'est-à-dire juin de cette année 2023, l'État se rend compte de deux choses, dont Didier a donc fait un constat. Un, que la SOSUMO travaille à perte.
Et ils travaillent à perte essentiellement parce que les importations coûtent trop cher. Bon, ça, j'ai essayé de calculer un tout petit peu les quantités par rapport au prix d'achat globaux. Et j'ai trouvé que jamais on a dépassé 1600 francs le kilo. On n'a même pas atteint 1600 francs le kilo. Comme l'année dernière, par exemple, même cette année, on est autour de à peu près 1100 combien, même moins de 1200 francs le kilo. Importé. Donc, ça dit que... importé de sucre. Oui, oui. Donc, bon, évidemment, on pourrait nous apporter autre chose. Et j'apprends aussi qu'on a exonéré le sucre. Hein. On a enlevé les 600 francs par kilo de taxes spécifiques. Taxe de consommation. De consommation. Et la TVA, c'est 10%. OK, donc on est passé de 18 à... Alors, donc il y a eu des facilités qui ont été données et c'est là où je disais il faudrait essayer que les experts puissent analyser si réellement le sucre importé est aussi coûteux. Alors, mais ça ce n'est pas le point, mais c'est que donc le plus grand point maintenant, c'est les devises. La raison, en fait, je ne sais pas si on n'a pas des raisons donc, pour lesquelles le gouvernement préfère, n'est-ce pas, aller vers un partenariat privé extérieur. Donc, vous voulez dire que le gouvernement aurait constaté que avec ces importations, il travaille perdant? C'est la SOSUMO qui travaillait à perte. Non, d'après le Conseil des ministres du 8 juin 2023. 9 juin. Et donc, 2021. alors, après, donc, 6 mois plus tard, on nous apprend qu'il y a, effectivement, au niveau d'information, on nous apprend qu'il y a une société qui a gagné, n'est-ce pas, ce partenariat et qui va donc se mettre en duo avec la SOSUMO. Pour l'instant, c'est les informations dont on dispose. Alors, ce qu'on doit dire aussi, c'est que quand tu regardes, le gouvernement n'a pas de devise. Et donc, continuer à importer, ça coûte suffisamment cher. Nestor, tant que vous avez la parole, et je vais poser la même question à d'autres intervenants ici, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de liquidation ou privatisation de la SOSUMO avec ce partenariat? Il n'y a pas de liquidation d'après ce que j'ai entendu. Les termes étaient clairs, c'est un partenariat public-privé en fait. Et la question qui va se poser, c'est au niveau donc de deux choses. Le contrat et donc les clauses qui montrent effectivement c'est quoi la part de l'État, c'est quoi la part de Saraï, comment est-ce qu'ils vont se partager les dividendes, combien de personnes seront recrutées, le capital de Saraï, que Saraï mène, c'est combien. Pour l'instant, au niveau de l'information, on n'a toujours pas ça. Donc, liquidation, non, je pense pas. Je pense que pour moi, c'est un partenariat qui est absolument nécessaire. On s'est rendu compte. Dites-moi, ce sont simplement les sociétés de l'État qui sont rentables. Hein, dites-les-moi, n'est-ce pas? Il suffit de regarder, par exemple, ce que les compagnies téléphoniques rapportent à l'État et ce que la compagnie appartenant à l'État rapporte. Ça n'a rien à voir. Donc, et ça vous fait quelle impression quand un député de l'Assemblée nationale dit que les parlementaires ne sont pas informés? Ça, je n'ai pas d'impression, je parle comme un journaliste, hein. Excusez-moi. Rufiri est là, il va en parler parce que lui, il est de la société civile. Je ne fais pas de pression, donc je ne parle que de l'information. Vous avez un mot probablement à y placer. Monsieur Gabriel Rufiri, président de l'ORICOM, parlait de liquidation ou privatisation de la SOSUMO et ce manque d'information de la part des députés et des sénateurs. En fait, c'est... Pour qu'on puisse réellement répondre à cette question, il nous faut voir ou avoir le terme du contrat ou de la convention. Ça fait défaut pour vous. Donc ça fait défaut parce qu'on fait une analyse sur base, je dirais, des suppositions. Donc tout ce que nous sommes en train de faire ici, vraiment, ce sont des suppositions et des principes, normalement, pour dire comment normalement ça devrait ou ça doit se passer. Donc, c'est très difficile de dire la liquidation quand même, non. Mais ça peut arriver là si réellement vous savez, les sociétés étrangères, et ça dans le monde entier, ils ne cherchent que des intérêts. Ça, c'est sûr. Et la manière dont ils recherchent les intérêts, ils prennent les regains et ils les amènent chez eux. C'est comme ça. Souvenez-vous ce qui s'est passé pour le partenariat ou la privatisation
du port de Bujumbura. La gestion, la société qu'on avait confiée à la gestion. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, jusqu'aujourd'hui, le port de Bujumbura est géré sans que le capital qui avait été promis soit libéré. C'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a un grand problème en matière de gestion de la chose publique. D'où, pour nous, il doit y avoir... vous voyez, nous sommes dans ce procédé plusieurs... Il y a plusieurs sociétés publiques qui sont dans la même situation que la Sosumo. Il y a la Régie des eaux, il y a Ronatel, il y a la Cogerco et bien d'autres sociétés que je peux citer. C'est toute une chaîne de... C'est toute une chaîne de sociétés. Mais ici, je dois rappeler que toutes les sociétés publiques qui ont été mises dans son contexte, là, n'ont pas vraiment produit des résultats palpables. C'est clair, tout le monde le sait bien. Montrez-moi, je pense que nous sommes avec 4 Burundais ici, montrez-moi une seule société qui a eu un gain si réellement on met cette société dans le privé. Vous vous inquiétez donc? Non, c'est un constat. Ce n'est pas question d'inquiétude. Ici, on doit faire une analyse rationnelle. Donc, c'est pas vraiment, on ne peut pas mettre des émotions dans ce genre de choses. On fait une analyse objective, mais sans émotion. Je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, si... je vous donne un exemple simple. Souvenez-vous, les SRDI, ils ont été privatisés, cédés au privé, mais ça a été comment? Je me souviens d'Ossibou, je me souviens de plusieurs sociétés publiques. Je ne dis pas que les privés gèrent mal. Il ne faut pas vraiment que les gens prennent une information à la volée. Seulement, comme je l'ai dit au départ, c'est d'abord le processus et l'implication de l'État en tant qu'observateur où en fait, le gouvernement est là pour suivre, d'abord mettre en place les principes et suivre comment ces principes sont en train d'être appliqués. C'est ça le rôle de l'État. Honorable Pamphile et Maraïka, je parlais de liquidation ou privatisation. C'est l'un ou l'autre ou les deux? Non, ce n'est pas question de liquidation, mais c'est question de partenariat. Parce qu'il y a une nette différence entre le partenariat. Dans le partenariat, c'est-à-dire qu'il y a la part de l'État. Et le président de la République l'a déjà souligné à l'avance que préalablement, le capital de l'État sera les plantations de canne à sucre. Ça, c'est déjà annoncé. Le problème qui se trouve là, c'est comment quantifier en termes de pourcentage ces plantations. Est-ce que ça sera 30%, 40%, etc. pour pouvoir voir réellement la part de ce groupe. C'est là où se trouve le vrai problème. Alors, comme on nous dit que le partenariat profile à l'horizon, je pense toujours qu'on pourra avoir de la lumière ici, même au niveau de l'Assemblée nationale. Et on a parlé du rapport d'étape. Peut-être qu'on est en train de bien élaborer cet accord, quitte à ce qu'à un certain moment, ça pourra venir à l'Assemblée nationale pour avoir peut-être de la lumière et aussi analyser et approuver si ça ne passe pas par le décret présidentiel. Excusez-moi, ouais. Ce rapport d'étape concerne quoi? Qui a été fait par qui? Et ça concerne quoi? Bon, je ne suis pas journaliste, mais quand même... Non, Vous avez cette soif de savoir. En fait, dans la correspondance, si je m'en souviens très bien, donc on m'a demandé au directeur général de l'association d'accélérer le rapport. Oui. Je pense que ça va dans le sens de ce partenariat. En principe, il dit qu'il faut accélérer le processus. Voilà. En principe, excusez-moi, en principe, ce c'est le processus rapport de partenariat. devait être un rapport rédigé par des experts ou un bureau d'audit international recruté suivant les principes et les standards, mais et montrer réellement ce que le gouvernement cherche. Et c'est sur ces termes de référence que le gouvernement a établi pour recruter ce bureau, que ce rapport devait être rédigé. Mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais ici, je parle de ça pour annoncer qu'il y a des principes à respecter.
C'est vrai qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a deux principes. Il a parlé d'abord du principe de respect de la loi. Et la question qui se pose en tant que journaliste, c'est la loi qui régit ce genre d'affaires. C'est laquelle? Parce que dans le communiqué qui a été donné par le gouvernement, on n'a pas parlé, on n'a pas fait référence à une certaine loi qui a conduit justement à l'élaboration donc à ce processus et à l'élaboration du contrat. Donc, et la deuxième question, donc, c'est bien sûr la transparence. On a toujours intérêt à ce que ce qui est fait soit fait dans toute transparence, quoi. Que soit porté. Si l'information ne filtre pas, ça commence à créer des suspicions. C'est quoi les dessous, blablabla. Et ça, je pense qu'il n'y a personne, ni le gouvernement, ni les citoyens, personne n'en profite. Nestor, pourquoi ça ne filtre pas? L'information ne filtre pas, selon vous? Là, il y a une culture qui s'est imposée. Non, je dis en tant que journaliste, regardez, il y a eu un contrat avec BMM. Est-ce que les journalistes ont eu accès au contrat? Est-ce que les parlementaires ont accès au contrat? On a fait plus tard avec Rainbow, donc un contrat. C'est tous les gouvernements. Pour les terrains. Nous les avons demandés, je sais, et le gouvernement n'a pas voulu fournir le contrat. Et c'est la société elle-même, parce qu'elle était cotée en bourse à Londres, qui a été obligée de mettre sur son site le contrat. Moi, c'est là que je l'ai lu et que j'ai vu bien sûr les lacunes qu'il y avait dans le contrat, mais aussi les opportunités qu'il y avait, mais que l'on n'a pas saisies. Donc, alors, donner le contrat, c'est que les personnes qui sont là peuvent aussi voir, par exemple, qu'il était prévu que 39% du contrat, comme je l'ai dit, donc dans BMM, les Burundais puissent y mettre leur contribution, leurs actions, mais que ça n'a pas été fait. Et plus tard, ça s'est écroulé, n'est-ce pas, comme un château de cartes. Et donc, je reviens maintenant pour ce qui nous concerne aujourd'hui. On a vraiment intérêt à ce que l'information circule. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Juste pour le compléter, excusez-moi, la loi, le Burundi a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption qui exige le Burundi, et le Burundi est évalué chaque 5 ans comment il est en train de mettre en application cette Convention des Nations Unies contre la corruption. Le gouvernement l'a ratifié en 2005, le 18 janvier 2005. Parmi les articles qui se trouvent dans cette convention, il y a l'accès à l'information par le public. Est-ce que ça a donc une ressemblance avec ce sujet partenariat? Bien sûr, les contrats ou les conventions signées qui concernent les citoyens. Et j'associe cette convention à l'article 69 de la Constitution. Que le public doit accéder donc à ces prérogatives d'accéder à l'information. Bien sûr, l'article 69 de la Constitution dispose que l'ambiance public est sacré et inviolable. C'est le premier alinéa de la Constitution, donc de l'article 69 de la Constitution. Le deuxième alinéa parle que tout citoyen a une obligation de suivre comment un bien public est en train d'être géré. C'est une obligation. C'est la Constitution. Donc, le gouvernement... Mais vous l'avez entendu, il y a le député Pamphile Malaika qui dit que les parlementaires ne sont pas informés de... C'est là où il y a un paradoxe. Nous sommes dans un paradoxe. Paradoxe. Honorable Pamphile Malaika, est-ce que vous aurez... À ce stade, c'est vraiment... je voudrais poser la question à l'honorable. Est-ce que ce contrat, à ce niveau-là, un coup de préparation, on doit vous associer ou on vous envoie le contrat pour ratification? C'est ce que j'allais dire. Comme on nous dit que ce partenariat profile à l'horizon, peut-être qu'on est encore en phase dans le processus de préparation. Si le à un certain moment, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Ça ne devrait pas comme ça. Normalement, parce qu'il y a histoire de session, ça doit passer par une loi. Donc, quand le capital social... Quand on dit en tout cas qu'il faut accélérer le processus... Quand il y a diminution du capital social de l'État, ça doit passer par l'Assemblée nationale, par une loi. Et ça doit passer par l'Assemblée nationale. Alors, pour le cas présent, si au niveau de la SOSUMO, ça sera le cas où le capital social de l'État va diminuer, seulement que ça ne doit pas passer outre mesure, ça doit passer par l'Assemblée nationale, mais peut-être on ne sait pas quand. Alors, à l'état actuel des choses, nous disons qu'on n'a pas d'informations, parce que même normalement l'accord, les histoires de privatisation ou de partenariat, normalement, devraient être transparentes, être ouvertes au contrôle de l'opinion. Quand vous, les parlementaires, vous n'avez pas d'informations, c'est-à-dire que les citoyens
Les contribuables ne sont pas informés. À l'état actuel des choses. Est-ce que vous auriez une idée sur le capital à injecter dans ce partenariat et avec quelle proportion ce Sumo Saraï Group? C'est une question de trop. C'est ça ce que même le fil disait. On n'a pas d'idée sur ce partenariat, on n'a pas d'idée sur la conception, et on n'a pas d'idée sur la part. Et aussi, le choix de Saraï Group devrait passer par la concurrence. Ça devrait passer par la concurrence. Même si, son exemple, Monsieur le Président de la République a dit qu'il a visité l'établissement, l'entreprise, il a dit que dans le temps, l'Ouganda importait le sucre à partir d'ici, du Burundi, et que actuellement, ce problème a été résolu par la présence de Saraï Group. Il disait que si cette entreprise serait performante ici au Burundi comme elle est en Ouganda, qu'on pourra peut-être résoudre ce problème de carence, etc. Mais ça devrait passer par un appel d'offres international. Là donc, c'est-à-dire que vous allez évoquer une question de marché public. Bien évidemment. C'est ce que le filet était en train de dire. Il est l'expert, c'est ce qu'il devrait se faire. En principe, comme je viens de vous le dire, oui, je vous ai parlé de l'article 69 de la Constitution qui parle qu'un bien public est sacré et inviolable. C'est un principe que tout le monde dit, plus haut sommet de l'État, à un citoyen lambda doit respecter. Comme c'est inviolable, c'est aussi, donc tout citoyen a une obligation de faire le suivi de comment son bien public est en train d'être géré. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Donc, nous sommes dans le droit d'avoir des informations par rapport à ça. Ce n'est pas ça seulement. La convention que le Burundi a ratifiée l'exige, mais on ne connaît pas. Donc, la manière dont un bien public est géré, il doit y avoir de la transparence, en tout cas ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce n'est pas seulement un communiqué qui est lié à la télévision nationale qu'on doit tout savoir. Ça fait à peu près 2 ans que je suis dans ce pays, après plus de 6 ans absent dans le pays, que je participe dans les émissions publiques. Je pense que dans toutes les émissions, débats scientifiques que nous tenons ici, je ne vois presque jamais les représentants du gouvernement, de l'exécutif. Je ne vois pas vraiment les officiels. J'ai posé cette question dans plusieurs cadres. Je pense que Nestor se souvient très bien quand on était, je crois, ici, quand on fêtait le 3 mai, la journée internationale de la liberté de presse. Même il y a une autre réunion qui avait été organisée à Gitega. On ne voit jamais. On ne pourra jamais avancer quand il n'y a pas un débat contradictoire. Il faut vraiment un débat contradictoire sur ce genre de questions. Et qu'est-ce qui se cache derrière, selon vous? Vraiment, c'est très difficile à imaginer. Alors qu'il y a des conventions qui, dans la même convention que je viens de vous parler, il y a une obligation de mettre en place une loi pour taxer l'information publique. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, l'ORICOM a été associé dans l'élaboration de l'avant-projet de loi. L'avant-projet de loi, je pense qu'il est en cours de finalisation au niveau des ministères. Mais Quelle loi? Quel avant-projet? C'est la loi pour taxer l'information publique. Okay. Mais c'est une loi vraiment qui est nécessaire et urgente, qui doit être là. Mais, pour aider dans la transparence. Dans la transparence. Mais il faut savoir qu'il est très difficile que les étrangers, les investisseurs étrangers puissent avoir confiance au pays quand il n'y a pas de la transparence. Certes, il y a des sociétés qui peuvent venir dans le pays, mais ce sont des sociétés qui travaillent dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, les choses telles qu'elles sont en train d'être gérées, il y a ce qu'on appelle enrichissement illicite, il y a ce qu'on appelle le branchement, surtout le branchement. La plupart des sociétés viennent dans des pays comme le nôtre pour branchir. Je reviens sur la société Saraï. Donc,
normalement... Donc, ce serait le cas pour Sahara Group. On ne sait pas, mais on a connu dans plusieurs situations des sociétés comme ça. On devrait d'abord avoir une note explicative qui montre réellement qui est Sarai, quels sont les actionnaires, quelle est son expérience, où il a travaillé, donc ses actions, d'où viennent ces actifs, donc des choses comme ça. Mais on n'a pas aucune information. Alors que, comme je le disais, l'article 69 de la Constitution nous donne ce droit. Je rappelle que l'émission Mosaïque porte aujourd'hui sur les attentes des Burundais face à un partenariat en vue entre la société sucrière du Mosso, Sosumo, et une société ougandaise dénommée Sarai Group. Le Conseil des ministres du 9 juin 2021, M. Nestor Nkurunziza a adopté une feuille de route pour la mise en œuvre de la réhabilitation, vous en avez parlé tout à l'heure, modernisation et extension de la Sosumo avec un budget de plus de 105 milliards de francs burundais. Va-t-on parler de l'échec de cette feuille de route ou continuité du dossier avec son partenariat en vue? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Je disais que manifestement, il n'y a pas eu tellement de suivi puisqu'on est revenu dessus 2 ans plus tard. Je me rends compte aussi qu'il n'y avait pas eu de commission de suivi. Le gouvernement n'avait pas nommé de commission de suivi de cette question. Ce qui fait qu'effectivement, lorsqu'il y a dilution de responsabilité, on peut comprendre. Alors, il y avait aussi, comme je le disais, on n'a pas recouru, mais alors pas du tout, n'est-ce pas, aux capitaux burundais. Mais moi, ce que j'essaie d'imaginer, j'essaie de réfléchir comme un citoyen, cette fois-ci pas comme journaliste. Et je me dis, il y a quand même 2-3 raisons qui pourraient avoir conduit à cela. Donc à se rendre compte, que les nationaux, finalement, n'ont pas été capables de produire eux-mêmes des sociétés. Il y a un problème au Burundi, c'est que la plupart des gens qui ont de l'argent, ils produisent quoi? Ils produisent des maisons. On investit dans l'immobilier essentiellement au Burundi, et quand on ne blanchit pas l'argent dans d'autres secteurs. Et la deuxième chose, c'est que, comme je disais, il y a cette société, par exemple, à laquelle on avait donné cette responsabilité de donner avec des terres de l'État pour produire du sucre, et ça n'a pas marché. Donc c'est évident. Mais l'État aussi, comme je disais, la troisième chose, c'est que la BRB et comment on appelle ça, la Sosumo n'ont pas pu se mettre ensemble apparemment pour trouver les devises. Parce qu'on avait mis la BRB parce qu'on avait besoin de devises. Mais aussi de prêts. Parce que la Sosumo n'avait pas d'argent pour... Si on parle de 105, aujourd'hui, ça devrait être dans les 140, je pense, avec la dévaluation, quoi. Donc, mais l'État n'a pas trouvé les devises pour acheter des machines. Ça, c'est évident de la BRB. Deuxième chose, l'État a vraiment besoin qu'on puisse trouver à l'extérieur des capitaux frais en devises. Donc, les investisseurs. Le Burundi, avant 2015, on était seulement 32 millions de dollars de ID, donc les investissements directs étrangers. Et je vois mal, la Tanzanie en est aujourd'hui à 9 mois, donc jusqu'en fin septembre, ils avaient déjà engrangé quelque chose comme 1,50 milliard de dollars en termes d'investissement direct étranger. Et c'est ça qui fait que la Tanzanie est boostée, l'économie tanzanienne est boostée. Si tu vas en Tanzanie, si tu as été là il y a 10 ans et tu y vas aujourd'hui, tu te rends compte que ça change. Au Burundi? Non, le Burundi, on a presque rien. L'autre problème au Burundi, on ne communique pas ce genre de chiffres. Je ne sais pas même si tu vas... Bon, je lis très souvent, très régulièrement le site de la BRB que je considère comme le site pour moi, et sur le plan économique, c'est le site le plus intéressant. Mais il n'y en a pas, on ne connaît pas de chiffres. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a pratiquement... Les idées se sont complètement asséchées presque. Est-ce que tu as vu des investissements au Burundi ces derniers temps? Non. L'autre chose, c'est qu'on a même coupé cette commission qui était en charge du suivi des investissements. L'API qui est devenue l'ADB. Alors, il devrait quand même nous apporter quelques lumières. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Et donc, je disais, si pour moi, considérant la situation économique au Burundi, avec tous les problèmes que je ne cite pas ici, si je ne vois pas comment, si on ne trouve pas de capitaux frais venant de l'étranger, comment est-ce qu'on va booster l'économie aujourd'hui? Je ne trouve pas. Et comment trouver ces capitaux frais? Mais c'est ce qu'on est en train de faire avec Sarai. Je pense que c'est là où je trouve qu'il y a quand même un point. Il y a un point obscur, c'est vraiment l'information qui ne circule pas sur le processus. Mais par contre, l'idée elle-même d'associer des privés étrangers qui peuvent apporter de devises,
Ça se fait partout au monde. Je trouve que tu vas voir en France, on est en train de chercher des capitaux chinois, on est en train de capter donc étrangers, ça, tu vois le truc. Et c'est la Chine aussi cherche des... Bon, tu vois, c'est absolument nécessaire. La Tanzanie, c'est en train de se développer. L'année dernière, elle a mis quoi? Non, cette année, en 2023, elle a donné pratiquement plus de 60%. 60% donc des idées sont venues de la Chine, suivi par Singapour avec un taux de 139 millions de dollars. Donc ça, c'est sur les 9 derniers mois. Donc, je pense que c'est c'est incontournable. Je ne vois pas comment on pourra éviter ça. Et autre chose, si tu veux que d'autres s'intéressent donc au secteur productif au Burundi, je vois mal. Ce sera important que quelqu'un réussisse au Burundi afin que d'autres viennent. Il y a le temps qui presse. À quoi peuvent s'attendre les Burundais avec ce partenariat? Bon, d'abord, je voudrais réagir sur ce que Nestor était en train de dire. Sur ce besoin des devises et frais. Normalement, le problème de devises, c'est contextuel. Pour l'instant, ça devient structuré depuis octobre 2015 jusqu'à aujourd'hui. Ça, on s'enfonce. On est aujourd'hui à pratiquement moins 200 millions de dollars, moins 200 000. Si tu vas sur le site, avant on était dans le vert, on est dans le rouge. Donc, je vois mal comment, si on ne trouve pas d'argent pour trouver du carburant et des engrais chimiques, ainsi de suite, insuffisance. Les médicaments aussi en suffisance. Je pense qu'on est dans une situation où on a perdu, vous vous souvenez, n'est-ce pas, honorable, depuis qu'on a pris cette mesure les sanctions contre le Burundi avec la crise, on avait 70 millions de dollars de la part de l'Union européenne, 68 millions de dollars de la part de la Belgique, 34 millions de la part des Pays-Bas. On avait 31 millions de la part des États-Unis. Si tu mets tout cela, même une seule fois, une seule année, ça pourrait nous ramener dans le vert. Et c'est ce chiffre que vous évoquez, c'est ce qui va dans le négatif. Moins aujourd'hui, le moins 200. On est pratiquement à moins 200 millions de dollars. Bon, en fait, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on doit aux fournisseurs et qu'on n'arrive pas à payer. C'est un danger honorable. D'abord, moi, je voudrais saluer les efforts du gouvernement dans l'élaboration des textes, les textes d'application et le code des miniers, qui sont déjà, on nous dit que vraiment tout est prêt, tout est en ordre, on a bien élaboré ces textes légaux. On attend le début des contrats. Alors si on parvient à avoir des contrats bien faits, où l'État va gagner beaucoup au niveau du secteur minier. Est-ce que là, vous savez quelque chose des concurrents? On pourra peut-être renflouer les caisses de l'État en devises, et ces devises peuvent être utilisées dans le redressement, dans la réhabilitation, l'extension et la modernisation de la SOSUMO dans quelques années. Parce que même si on fait un contrat avec Sarai Group, si ça réussit, ça va très bien. Mais si on a des doutes, moi je trouverais la bonne solution et peut-être d'utiliser ces devises en provenance des minéraux au niveau de la réhabilitation. Parce que même si Sarai Group injecte des devises, ça ne sera pas pour demain ou après-demain, etc. Si ça prend 3 ans, dans ces 3 ans, on pourra peut-être avoir et gagner quelque chose au niveau des minéraux pour pouvoir arriver à la projection qu'on avait. Parce que avant cette histoire de Sarai Group, on avait parlé de résultats d'environ 150 000 tonnes de production par an dans la vision 2040. Donc localement. Oui, pour y arriver, on avait projeté la construction d'une autre usine, donc une autre unité. À côté de la SOSUMO. Et aussi faire l'extension des plantations, même dans les plantations de la population, utiliser l'irrigation sur les plateaux, le drainage dans les marais, et aussi la construction des barrages pour protéger les cultures contre Sédivier, la Margarazi, Moyovosi, Moussindosé, etc. Je trouve qu'il fallait plutôt emprunter cette voie qu'on avait déjà tracée, chercher les devises, peut-être dans le secteur minier, et comme ça, évoluer dans la gestion de la SOSUMO au niveau des mains de l'État. Parce que moi, l'inquiétude que j'ai, si on a un partenariat et que la part de l'État, ce sont ces plantations, j'ai peur que la part de Sarai Group sera énormément supérieure. Si c'est supérieur,
Vous comprenez que même au niveau de l'administration, le dicté général de la SOSUMO, de ce complexe, sera de Serail Group. Peut-être que l'État pourra avoir le droit uniquement de mettre en place le conseil d'administration. Alors si on commence à perdre la direction générale, peut-être qu'on va perdre d'autres postes au niveau du personnel. Et vous voyez que la force de l'État va continuer à diminuer. Même si au niveau des projections, on nous dit qu'avec Serail Group, on aura un personnel de 12 000 personnes, comparativement à ce moment où on a 570 contractuels et 2 000 et 3 000 saisonniers. Et finalement, en un mot, à quoi peuvent s'attendre les Burundais? Puisque nous n'avons pas cette base légale, puisqu'on n'a pas la conception, l'architecture, la charpente de cet accord, pour le moment, il est difficile de trancher. S'il y avait un représentant du ministère ou bien de la SOSUMO, on pouvait peut-être avoir de la lumière de plus. Difficile. Question à vous, Lusiri, Gabriel. À quoi peuvent s'attendre les Burundais par rapport à ce partenariat? On ne peut que faire des hypothèses parce que on n'a pas d'éléments sur base desquels on peut se baser pour faire une analyse objective. Mais ici, on peut s'appuyer sur le passé. Ce qui s'est passé, il y a plusieurs sociétés publiques où il y a eu ce genre de partenariat, mais au final, vous pouvez me donner une société. Je pense que ceux qui sont ici sont des Burundais, vous pouvez me donner une seule société qui a progressé une fois. Ce genre de partenariat me semble très récent. Je ne me souviens pas d'une expérience. Non, ça existe depuis longtemps. En fait, peut-être qu'il allait donner un exemple. Ouais. Non, en fait, il y a... C'est seulement la forme qui change. Vous comprenez? C'est seulement la forme qui change, mais il y a la Brarudi. La Brarudi, normalement, il y a un partenariat qui existe entre l'État du Burundi et Henken. Mais vous voyez, l'État a 41%. Donc ça réussit. Mais ça date, c'est longtemps. Mais ça a été fait sur des bases solides. Et la société est dirigée par Henken, c'est une société internationale qui est connue, vous le savez bien. Mais comme je vous l'ai dit, personne ne connaît pas réellement l'origine, le site des fonds de Serail Group. Personne ne connaît pas, c'est vrai, elle est implantée un peu partout, mais on a une information sur laquelle il y a eu des hicks au Kenya. Ce sont des informations qui se trouvent sur le site. Donc, mais la société existe bel et bien. Mais pour nous, en matière de gestion de la chose publique, il y a des principes obligatoirement respectés. Donc, pour moi, faire une analyse, je peux faire, comme je vous le dis, si vous pouvez me le permettre, faire des hypothèses, 2 ou 3, rapidement. La première hypothèse, d'abord, ça peut réussir. Ça peut réussir, tout en sachant que, comme je le disais tantôt, tant que les procédures n'ont pas été respectées, à ce niveau, c'est problématique. En matière pénale, vous le savez, il y a le code pénal et le code de procédure pénale. Si la procédure n'a pas été respectée, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'aller vers les sanctions. On doit d'abord respecter le procès. C'est la même chose qu'ici. Donc, deuxième hypothèse. La première hypothèse, comme je le disais, ça peut réussir, mais là, ça serait comme la Rona, ça serait comme tous ces jeux de hasard. Vous savez, tous les jeux de hasard qui sont joués un peu partout dans le monde, ça va être comme ça. Deuxième hypothèse, ça peut ne pas réussir parce qu'il n'y a pas eu des experts internationaux qui ont suivi tous ces processus que je viens de vous dire. Mais il peut y avoir, je crois, la troisième hypothèse, où ça peut même ne pas être réalisé. Parce que nous avons plusieurs cas dans ce pays où il y a eu beaucoup de conventions signées même, mais vous vous souvenez, plusieurs cas
prenons bien, mais Trois hypothèses. il y a 3 hypothèses actuellement qui sont possibles. Ça peut réussir, ça peut ne pas réussir, ça peut ne pas être réalisé. Réaliser. Et la tendance, c'est quoi? C'est là où c'est un peu compliqué, parce que nous sommes en train de faire une analyse sur des bases qui ne sont pas à notre portée. Est-ce que vous pouvez y aller directement, M. Gabriel Roussiri, avec un appel peut-être aux décideurs? Pas un appel, plutôt des recommandations. Pour moi, je peux dresser 5 ou 6 recommandations rapidement. Rapidement. La première recommandation pour moi, il faut vraiment respecter la loi. Il faut respecter les principes. Le gouvernement, s'il veut arriver loin, il faut respecter les principes de gouvernance et de transparence. Ces principes de gouvernance et de transparence sont connus, sont universels. En matière économique, en tout cas, vous savez, il y a des tendances au niveau politique pour les Chinois, les Américains, les Occidentaux, je ne sais pas, les Russes. Mais en matière de gestion des finances publiques, les principes sont les mêmes. Donc, ici, il doit y avoir ce respect. Deuxième point, comme recommandation, c'est sur les experts. On doit mettre en contribution les experts. Dans ce pays, vraiment, cette écriture nous font défaut. Troisième recommandation, pour moi, il est plus qu'urgent que le Parlement, quand même qui est en train de travailler bien, je dois l'avouer. Par rapport aux questions qui sont posées, c'est des questions, que ce soit au président de l'Assemblée nationale, que ce soit au président du Sénat, nous voyons qu'il pose des questions et des députés. Donc, nous faisons un appel vibrant à ces des présidents d'appeler le ministre en charge de cette question pour réellement poser ces questions que nous sommes en train de nous poser ici, pour créer l'opinion. Juste pour terminer, je pense qu'il y a des institutions qui doivent aussi travailler sur cette question. C'est la Cour des comptes, c'est l'Ombudsman, le bureau de l'Ombudsman, c'est le Conseil supérieur, le Conseil économique et social, mais aussi il y a l'Inspection générale de l'État, sans oublier, donc vous les journalistes, vous devez faire le journalisme d'investigation, c'est dans votre mandat. Espérons que ces institutions sont à l'œuvre. Monsieur Nestor Nourouziza, un appel ou recommandation? Bon, moi je parle plutôt de ce qu'on devrait attendre. Les recommandations, je laisse à Roussiri, qui n'est-ce pas. Non, ces attentes, en fait, effectivement, on s'attend d'abord à ce qu'un contrat soit ficelé, mais qu'il soit aussi porté à la connaissance de tout le monde, si possible. Et deux, que ce contrat puisse vraiment valoriser ce qui est notre patrimoine. Éviter les erreurs du passé où on faisait des contrats où on disait, par la part du gouvernement, c'est 10% ou c'est 15%, sans que l'on sache effectivement ce capital est de combien. On l'a vu presque, n'est-ce pas, partout. Donc, important, la Tanzanie le fait. De manière absolue. Vous le savez, n'est-ce pas, FOMI, on n'en a pas parlé, mais FOMI, il y a à peu près 2 ou 3 ans, je ne sais plus, est allé chercher un marché en Tanzanie pour faire des engrais chimiques. Mais ils leur ont exigé de dire le capital. Et c'était combien? C'était 180 millions de dollars. Et ça, le gouvernement tanzanien a dû le dire à ses citoyens parce que c'est eux qui l'ont porté au pouvoir. Et l'autre chose, ils ont dit, en termes de personnel, vous allez produire combien d'emplois? Ils ont dit 3500. C'est important que même pour ceux qui nous concernent aujourd'hui, ceux dont on parle, effectivement, le gouvernement communique sur ce genre de chiffres. Alors, la troisième chose la plus importante aussi, c'est de faire en sorte que soit intégré aussi, non, c'est pas qu'on y mette parfois, qu'on intègre l'Assemblée nationale pour ce qu'elle doit faire, parce que c'est elle qui vote les lois, parce que c'est elle qui ratifie lorsqu'il y a cession de patrimoine, n'est-ce pas? Excusez-moi, vraiment, sur ce point, c'est pas vraiment l'Assemblée nationale qui doit être associée. L'Assemblée nationale ou le Sénat ont une obligation d'exiger au gouvernement. Ils doivent exiger. S'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de leur mission. Bon, on le fait à travers le contrôle de l'action gouvernementale, vous le voyez très souvent. Ouais, bon, j'allais dire que c'est important aussi, comme le philo disait, que les journalistes sachent qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Donc, on s'attend à ce que les journalistes aussi puissent, le philo a parlé certainement d'investigation, mais au moins chercher l'information.
sur tout ce qui s'appelle contrat public. C'est très important pour la gouvernance. Merci. Et moi, placé? Oui, en fait, moi, honorable c'est un cri d'alarme à l'État. Il ne faut pas vraiment qu'on arrive à la phase de liquidation de la Sosumo comme on l'a fait pour la Kadebo, Camofi, Arcovite, etc. Aussi, il ne faut pas qu'on arrive à la phase de la privatisation totale comme pour l'Amsar, et Arnolac, la laiterie centrale de Bujumbura, Siluko, Sikop, etc. Comme on est en train d'aider la régie des eaux. La régie des eaux, nous voyons et l'ONATER aussi, nous voyons que la régie des eaux est en train de marcher sur les béquilles, mais avec l'appui de l'État, nous avons la tranquillité parce qu'elle se trouve dans les mains de l'État. Mais même ça, on n'a pas d'eau, alors que si on avait associé on avait fait un partenariat public-privé, on pourrait avoir les capitaux pour avoir une deuxième centrale. Parce que l'un des points qui s'oppose, c'est malheureusement en fin de débat, mais c'est la question honorable de... J'ai l'impression que parfois au Burundi, on a peur de la privatisation. En fait, j'allais y arriver. En fait, au niveau du gouvernement, on dit qu'on sera trop regardant pour le moment au niveau des contrats miniers. Alors, si on parvient à être très regardant au niveau du contrat avec la Sosumo ou avec la régie des eaux, dans ce genre de partenariat, ça serait salutaire. Mais moi, je suis pessimiste, par exemple, au niveau de la Sosumo. Avec Selai Group, on nous dit qu'on aura une production de 300 000 tonnes. Ça c'est à l'horizon 2040. C'est ce donc 300 000 tonnes. C'est d'abord, pour l'instant, c'est 20 000 tonnes. Or, on nous dit que pour avoir une tonne de sucre, il faut avoir au moins 10 tonnes de canne à sucre. Avec 300 000 tonnes de sucre, c'est environ 3 millions de tonnes de canne à sucre. Vraiment, c'est difficile à comprendre. Irréaliste. Donc, merci. Merci. C'est donc par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque. Et nous disons merci à nos invités, honorable Pamphile Maraïka, député de l'Assemblée nationale, Gabriel Roussili, président de l'OLUCOM, observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ainsi que Nestor Nkurunziza, journaliste senior. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque.